Et le mot play, il est important pour moi car il a deux vocations. Il a la notion de mouvement en lui. Donc pour moi, ça en dit long déjà sur la posture qu'on doit adopter, peu importe notre situation dans notre carrière professionnelle. Et il y a la notion de jeu. Et vous allez le voir, en gros, ça un petit peu en fil conducteur de tout ce que je vais pouvoir vous dire. Je pars du principe et je peux constater que la meilleure des stratégies à adopter globalement, c'est d'envisager sa carrière professionnelle comme un jeu. Et donc, bah, ça amène à toute une liste de questions et de réflexions si on part de ce postulat-là. Moi, vraiment, par contre, je vous le dis, je suis vraiment ancré sur le bassin lémanique. Donc, tout ce qui est, on va dire, 30 minutes autour du lac Léman. Je commence à connaître un petit peu le marché de l'emploi. Au-delà, la Suisse alémanique, j'ai aucune connaissance. Je préfère le dire de suite s'il y a des personnes qui sont dans cette démarche-là. Et au niveau de la posture, je vois beaucoup trop de personnes, au travers de mes différentes expériences et des personnes que j'ai pu accompagner, avoir une posture déjà beaucoup trop passive vis-à-vis de leur carrière professionnelle et parfois plus précisément de leur recherche de job, et qui n'ont pas intégré le changement de paradigme qu'on a déjà vécu et qui est en train encore de s'accélérer, notamment avec l'intelligence artificielle. Là, moi, c'est vraiment mon parcours entrepreneur qui m'a amené à être très proche de la Silicon Valley pendant à peu près 2 ans et à beaucoup m'imprégner de ce qui se passe là-bas, la mentalité. Et maintenant, je me rends compte à quel point, à chaque fois, ce qui se passe là-bas, eh ben, en gros, ça arrive avec 2, 3 ans de retard sur l'Europe. France, Suisse, tout le monde est concerné. Et là, je me rends compte à quel point, notamment autour du sujet de l'intelligence artificielle et du rapport au travail, on est complètement largué en Europe. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et donc là, justement, au niveau de ce rapport au travail et de la posture vis-à-vis de sa carrière professionnelle, jusqu'ici, il y avait on a une posture très passive. En gros, jusqu'ici, on était encore dans une stratégie, on était des salariés, qui est une sorte de fonctionnaire, mais dans le privé, où en gros, on était là, on faisait notre travail, on pouvait rester des années dans la même entreprise. Quand les RH vous consultaient pour vous dire, bah, tiens, ça serait bien que tu ailles te faire former sur Zurich ou sur Paris, sur tel sujet au siège, bah vas-y. Et voilà, en fait, c'était juste, je fais le job et puis tout se passe bien. En fait, cette posture, elle ne convient plus. Et même maintenant, dans la recherche de job, juste être là à dire, bon, bah, j'ai fait mon CV, j'espère qu'il est bien, je vais postuler, ça marche plus en fait. Et je dirais même quasiment qu'on rentre dans un monde où si vous obtenez un job juste en candidatant sur JobUp, LinkedIn ou autre, et que vous avez le job à la fin, ben, il y a peut-être des chances que c'est peut-être pas du tout bon signe. En tout cas, ça ne sera peut-être pas durable. Bref, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est vraiment pour m'arrêter sur cette posture-là. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais ça me semble important. Donc là, ce que moi je vais vous proposer, même si c'est proposé sous forme d'étapes, 1, 2, 3, 4, 5, en réalité c'est plus des îlots. Il n'y a pas une suite logique, c'est plutôt une prise de hauteur avec 2 premières étapes qui sont plutôt dans une phase de stratégie et les 3 autres qui sont plus dans une façon d'ancrer les choses et toujours aller chercher cette tension entre la réflexion et l'action. Pour moi, c'est ce que je vois de toutes les personnes que j'ai pu voir autour de moi qui réussissent leur recherche de job, à avancer dans leur carrière, à atteindre leurs objectifs, c'est qu'elles arrivent à avoir soit une discipline, si c'est pas quelque chose qui est en elles, ou une capacité à s'élever, à prendre de la hauteur, si c'est quelque chose qu'elles ne font pas naturellement, c'est de créer cette tension permanente entre l'introspection et l'action. Donc, on va zoomer sur chacune de ces étapes. La personne qui me demande justement si je dois pas postuler, je fais comment? En fait, j'en sais rien. Comment dire, des façons d'aborder les problématiques et les questions que vous posez, on va y revenir, elles ne sont propres qu'à vous-même et chacun a sa stratégie. En gros, justement, vous allez le voir et c'est la vocation de cette première slide, c'est avant tout, si on part du postulat que mener sa carrière professionnelle est un jeu, la première étape, c'est de savoir avec quel joueur vous jouez. Ça peut paraître bête, mais là, on pourrait même partir sur des dimensions plus philosophiques comme le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui est très connu, notamment aux États-Unis, un peu moins en Europe, parce qu'il a été un peu déclassé vu qu'il a pris en frontal Freud, qui est un petit peu le pape de la psychologie en Europe. Mais lui, il a pu vraiment très bien prouver qu'on a tous en nous des personas, c'est les masques sociaux. Et le persona qu'on a au travail, c'est vu on est dans un monde
une société marchande qui ne fait que valoriser ceux qui génèrent des profits. Et en gros, c'est pour ça que quand on croise quelqu'un, souvent la première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est au sommet de notre identité. Eh bien, notre persona, le masque social qu'on porte quand on est dans notre posture de travail, eh bien, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent et qui se fondent dedans tellement elles n'arrivent même plus à se distinguer avec leur soi profond, quoi. Donc, en fait, quel est le joueur? C'est déjà d'aller conscientiser quel est le persona qui a un mélange de mes conditionnements passés, de mes expériences, les gens que j'ai rencontrés, mes mentors, mes collègues, mes ambitions. Tout ça, ça forge un persona que après vous incarnez au quotidien. Sauf qu'en réalité, j'ai pu le constater, beaucoup de personnes sont dans une démarche un petit peu passive, encore une fois, elles le conscientisent pas. Et parfois, elles pensent ça, parfois, elles ont envie d'autre chose. Et il n'y a aucune capacité à mettre de la stratégie. C'est ça l'objectif. Puisque vous ne connaissez pas, pour beaucoup de personnes, les caractéristiques du joueur avec lequel vous jouez, en fait, ça tape à droite, ça tape à gauche et il n'y a rien de durable. Et c'est difficile d'aller obtenir des résultats après et surfer dessus et monter en degré soit d'émancipation, soit d'accomplissement, si il n'y a pas cette capacité à structurer les choses. Donc, ça commence par connaître le joueur. Et là, encore une fois, il y a toute une panoplie d'outils à votre disposition pour ça. Et l'IA devient quelque chose de radicalement, on pourrait dire, game changer dans cette approche. C'est que là, vous avez à disposition, à condition de lui donner la bonne matière à l'entrée, et c'est là que tout se joue, un miroir qui vous permet, en lui donnant de la matière à introspection, à aller au plus profondément connaître qui vous êtes, ça devient un super miroir pour vous accompagner à vous poser les bonnes questions. Et ça, on y reviendra, mais c'est la clé pour n'importe quelle étape dans le développement d'une carrière professionnelle, c'est de vous assurer qu'actuellement, vous êtes focus sur la bonne question que vous devez vous poser en ce moment. Donc, pour cette première étape, en gros, pour comprendre un petit peu le joueur que vous avez d'un côté tout ce qui est votre passé, vos conditionnements. Là, on pourrait faire le point avec Henri Laborie, un biologiste français, vendéen, qui explique à quel point, en réalité, tout ce qu'on pense, c'est juste toutes nos histoires passées qui ont été engrammées dans notre cerveau et qui fait que maintenant, vous pensez que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est dangereux, ça c'est peu importe, mais chacun a son conditionnement. Ça fait partie et ça alimente le joueur que vous êtes. Il y a vos expériences professionnelles, vos expériences personnelles, les compétences sur lesquelles vous êtes structuré et que vous avez créé votre statut en étant peut-être, voilà, moi je suis vraiment expert sur ce sujet, vos motivations, ce qui vous pousse à aller faire les choses de manière assez naturelle et pas dépenser 2 fois plus d'énergie pour faire quelque chose qui demanderait plus d'énergie à quelqu'un qui sera à côté de vous, qui n'a pas cette motivation intrinsèque, etc. Donc, en fait, tout ça avec vos valeurs personnelles. Là, il y a plein d'outils. Je pense notamment au test des 16 personnalités, justement basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, le MBTI. Je pense l'énéagramme est très intéressant, mais il est beaucoup plus complexe et dur à aborder. Je pense au test Values in Action, qui est validé scientifiquement, qui est très intéressant. Le Big Five aussi, qui est lui vraiment un test psychométrique de personnalité focus sur la dimension professionnelle. Bref, il y en a plein. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher déjà comprendre avec quel joueur vous jouez. Et moi, ce que je recommande, c'est là, le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous estimez que c'est important que vous vous arrêtiez là-dessus, c'est de prendre 3 jours où vous allez vous perdre en montagne. On a la chance de vivre à un endroit où on a un cadre incroyable. Allez vous perdre en montagne et vous vous demandez uniquement d'essayer d'aller profondément comprendre avec quel joueur vous jouez. Et vous verrez, on sort souvent avec plein de questions. Pas de conviction, mais plein de questions hyper intéressantes. Ensuite, l'étape 2, alors elle est beaucoup plus vaste que ce que j'ai pu écrire sur cette slide. C'est concernant votre étude de marché et plus globalement, c'est comprendre à quel jeu vous jouez. Le but, c'est que la première étape, vous comprenez avec quel joueur vous jouez. Et l'étape 2, c'est de comprendre à quel jeu vous jouez. Parce qu'en fait, il y a plein de jeux. Il y a plein à disposition. Quelqu'un qui a fait des études et qui est chirurgien, il joue pas au même jeu que quelqu'un qui a fait des études dans la com ou dans la data, qui joue à un certain jeu, que quelqu'un qui, je sais pas, qui est ébéniste.
on joue pas au même jeu, il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas les mêmes tendances. Et là, maintenant, justement, dans cette posture proactive, vous devez avoir la démarche intellectuelle d'aller comprendre ce qui se passe sur votre marché et justement, où est votre place là-dedans? Parce que l'objectif de cette étape 1 plus l'étape 2, donc cette phase plutôt de stratégie, c'est d'arriver dans le monde des startups, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est au moment où une startup crée un produit, elle va au début ce qu'on appelle un pivot, elle pense qu'elle doit l'adresser de cette manière, puis en fait non, c'est là, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis à un moment elle bouge la virgule et là tac, elle trouve sa place sur son marché et là tout d'un coup il y a plein de clients qui arrivent et elle se fait déborder et c'est ce qu'on appelle de l'hypercroissance, c'est pour ça qu'on appelle ça des startups. Et ben vous devez prendre le temps d'aller comprendre quel est moi ce que j'appelle du coup le player market fit. C'est quoi le point optimisé entre votre joueur, le marché que vous avez décidé d'adresser et sur lequel vous voulez mettre votre focus au moins pour les 3 à 5 prochaines années, peut-être pas plus. Eh bien, il y a forcément un point optimisé entre les deux. Eh bien, c'est à vous d'aller le chercher et vous ne pouvez pas le trouver tant que vous n'avez pas fait une étude approfondie de votre marché. Moi, pour ça, il y a plein de choses. Encore une fois, vous avez des supports très intéressants pour voir un petit peu justement les tendances, les acteurs qui sont en train de monter. De ces acteurs, déjà, j'ai eu l'occasion, et merci Elisa de m'avoir partagé la liste des différentes professions des personnes présentes durant ce live. Je crois que j'ai vu quasiment personne qui est épargné par l'intelligence artificielle. Vous avez votre métier est forcément impacté plus ou moins par l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que d'aller comprendre en quoi profondément, avec les premiers retours d'expérience sur le marché, ça vient changer les règles, peut-être changer les virgules, bouger les lignes, eh ben, ça vous permet de comprendre déjà ce qui se passe, les évolutions conjoncturelles et les dissocier des évolutions structurelles et surtout, quelles sont les nouvelles compétences, les nouveaux outils, qui sont demandés par les acteurs qui sont sur ce marché-là. En gros, là, c'est un travail comme si vous montiez votre startup. Encore une fois, vous devez aller comprendre quel est le marché que vous souhaitez adresser pour à la fin déterminer ce profile market fit. Et évidemment, ce profile market fit, et je terminerai là-dessus pour cette étape, la différence qui fait que maintenant on a changé de paradigme, c'est qu'avant on avait des carrières linéaires. Moi, je prends la génération de mes parents. Si quelqu'un changeait déjà 2, 3, 4 fois d'entreprise dans sa carrière, c'était quelqu'un quasiment d'assez volatile. On passait facilement 10, 15 ans dans la même entreprise. Et donc, forcément, de temps en temps, vu que c'était linéaire, on changeait pas de job, on montait dans la hiérarchie, mais on changeait rarement de job. On faisait un petit bilan de compétences tous les 10-15 ans au mieux pour les plus curieux, et ça avait du sens. Sauf que maintenant, c'est tellement, vous le voyez bien, tous les ans, il y a quelque chose de nouveau, etc. En effet, ça a son côté un petit peu vicieux qui fait qu'on est toujours un peu dans une course à la nouveauté. Il faut savoir prendre du recul, encore une fois, dissocier le conjoncturel du structurel, et après, vraiment voir plutôt votre posture vis-à-vis de votre profil market fit comme quelque chose de dynamique. Moi, je l'invite à vraiment vous interrogez là-dessus, peu importe ce que vous faites, que vous soyez entrepreneur, à la recherche d'un job, salarié, cadre, head-off, etc. Vous arrêtez au moins tous les ans, moi je dirais même tous les 6 mois maintenant, et vous prendre un peu cette posture de prise de hauteur et comment évoluer mon profile market fit, parce que le marché a évolué durant ces 6 derniers mois, et moi j'ai peut-être évolué aussi en termes de, je suis devenu papa, je me suis mis à un nouveau sport qui m'amène à des nouvelles réflexions, j'ai rencontré une personne qui a complètement bouleversé ma vision des choses sur tel sujet. Et donc, du coup, votre profil market fit, votre point optimisé, il évolue lui aussi. Donc, voilà, j'espère que je suis assez compréhensible, mais ça me semble primordial de vraiment vous arrêter sur cette étape 1, vous connaître le joueur avec lequel vous jouez et le jeu auquel vous jouez pour trouver votre profile market fit. Et après, comme ça, vous allez arriver dans une phase d'exécution à partir de l'étape 3 qui aura du sens et qui sera vraiment au plus juste de ce que vous devez faire maintenant. Sinon, vous allez mettre de l'énergie dans des choses qui ne seront pas forcément faites pour vous. Et là, on arrive dans ce que j'appelle la nage à contre-courant. Et c'est ce que beaucoup de personnes, notamment dans une posture de recherche de job, ont. C'est qu'en fait, elles ont l'impression de faire le maximum, mais il n'y a pas de résultat. En réalité, c'est que vous n'êtes pas sur votre point optimisé du marché et vous êtes en train de, peut-être avec des croyances limitantes ou pour honorer un statut que vous vous êtes mis ou alors
par peur du changement, vous êtes enfermé dans une impasse et vous marchez à contre-courant et il vous faut 10 fois plus d'efforts pour obtenir le même résultat que quelqu'un qui sera à sa place. Il faut en effet avoir une approche locale, mais c'est bien d'avoir une dimension globale et je pense notamment aux États-Unis, dans tous ceux qui sont dans un secteur orienté sur la tech. Je trouve que c'est une erreur professionnelle de ne pas s'intéresser à ce qui se fait là-bas parce qu'encore une fois, c'est s'intéresser à ce qui arrive ici. Et beaucoup de personnes sur le bassin genevois, en fait, ont ce schéma de pensée où la source d'information, elle est internationale et elle provient beaucoup des États-Unis ou d'Asie. Donc, ça vous permet, vous, de vous mettre dans un niveau de réflexion et de compréhension de ce qui se passe en ce moment, au même niveau qu'eux. Comme ça, demain, quand vous allez aller les rencontrer, et ben, tout de suite, vous allez vous différencier les autres. En gros, tiens, je parle avec quelqu'un qui comprend ce que je raconte et ce qui m'intéresse en ce moment. Donc ça, déjà, c'est au niveau de la diffusion. Au niveau des outils, moi, là, ce que je peux vous recommander, c'est de rejoindre une communauté WhatsApp que j'ai créée, qui est gratuite, qui s'appelle le Refuge du Léman. Je sais qu'il y a plusieurs membres qui sont présents ce midi. Et tous les mois, je donne 20 job tips qui recommencent tous les mois. Et il y en a un, il est focus justement sur ce point-là. Et je donne plein de sites, de sources, que après vous pouvez venir croiser pour venir chercher de la data en lien avec votre secteur, votre domaine d'activité, votre métier, etc. Donc, voilà, il y a l'Office cantonal des statistiques, je crois, qui propose sur Genève qui propose des choses très intéressantes, mais en réalité il y en a des centaines et le but c'est d'aller chercher vous celle qui correspond vraiment à votre encore une fois à votre carrière respective quoi. Et j'ai partagé oui, j'ai pardon. partagé du coup dans le chat la communauté WhatsApp dont tu parles, j'ai mis le lien d'accès, donc Ok, n'hésitez pas. super. C'est gratuit. Voilà. Et en surcouche, on va dire à toutes les outils statistiques, en termes de tendance, l'IA est extrêmement intéressante aussi. Vous pouvez lui poser des questions. Tiens, là sur ce métier, quelles sont un petit peu les compétences les plus demandées? Si on joue à un jeu de prospective en intégrant ça et ça, à quoi ça va ressembler demain selon toi? Encore une fois, ne pas le prendre pour argent comptant, mais voir ce que ça éveille en vous. Est-ce que les pistes proposées sont cohérentes justement peut-être avec les analyses que vous avez pu faire sur les autres outils statistiques et voir après comment ça se met en forme. Si on tire la ligne, ça va peut-être ressembler à quoi demain? Encore une fois, c'est un super miroir. Donc, c'est là où ça devient intéressant dans votre recherche de job. L'IA, c'est pas juste pour vous aider à rédiger une lettre de motivation. Je trouve ça très triste intellectuellement des personnes qui n'utilisent l'IA que pour rédiger une lettre de motivation, alors qu'en réalité, c'est tellement bien plus puissant que ça en termes de partenaires au quotidien. Et ça m'amène à un autre point. Je reviens sur l'étape 2. Une erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'envisager leur recherche de job et même le fait de mener leur carrière professionnelle comme quelque chose qui se fait seul. Et un des job tips que je partage dans le refuge du Léman, c'est de savoir, si on prend la posture de dire maintenant chaque individu est une start-up à lui-même, parce que il y a cette démarche proactive qui est obligatoire et donc ça c'est très intéressant de s'intéresser au code des startups. Eh bien, quel est votre board? Quel est ce groupe de 4-5 personnes autour de vous avec des profils différents qui vont être les meilleurs associés pour vous aider dans vos réflexions? Idéalement, c'est d'avoir quelqu'un qui est dans le même domaine d'activité que vous, mais qui a une posture d'expert. Peut-être quelqu'un qui est un peu le profil, le vieux sage qu'on a vu passer, qui connaît le métier que vous faites et qui va vous dire, oh là là, attention, ça me rappelle avant, reste focus là-dessus. Et peut-être quelqu'un aussi dans votre board qui a rien à voir avec ce que vous faites. Et le fait de lui mettre en perspective, vous, vos problématiques et de les voir sous un tout autre angle, ça peut générer des nouvelles idées, avoir un œil complètement neuf. Et dans le board, évidemment, moi, je recommande toutes les personnes que j'accompagne en coaching à avoir une IA dans leur board et avec elle aussi les challenger, etc. Donc, c'est très important pour moi cette dimension. Faites le fait de mener votre carrière et notamment pour celles et ceux qui cherchent un job actuellement, votre recherche de job, faites-en un jeu collectif. Vous n'êtes pas seul. Et les gens adorent aider. Et en plus, si ce sont des amis ou des connaissances, là, la notion de réseau professionnel, elle prend son sens, par exemple. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse car j'ai oublié d'en parler. Donc l'étape 3, au-delà de la notion networking, interaction stratégique,
Là, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce que j'appelle quand on a trouvé son profile market fit. Et encore une fois, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça s'applique à toutes les étapes. Que vous soyez à la recherche d'un job, en train de créer votre side business parce que vous êtes déjà en poste et vous voulez diversifier vos revenus, que vous êtes 100% entrepreneur, peu importe. Un coup que vous avez trouvé votre profile market fit du moment, là, c'est ce que j'appelle la boucle des 3 I. Et en fait, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde et qui n'a que pour vocation de faire tourner le plus la roue. Les 3 I, en gros, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous avez votre profile market fit et que vous avez mis un cap sur votre stratégie, la première étape, c'est l'introspection. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le premier I, c'est savoir quelle est la question que vous vous posez actuellement. C'est le plus important. Le but, c'est pas de s'en poser 50, c'est de se poser la bonne. Et plus elle est précise, plus vous allez être focus dessus, plus vous allez vite pouvoir faire tourner ce curseur des 3 étapes, plus vous allez avoir la réponse, plus vous allez affiner votre question et plus vous allez atteindre votre objectif. Par exemple, est-ce que mon profil peut intéresser les entreprises dans je sais pas, par exemple, dans la fintech sur Genève? C'est une question. Là, au moins, vous avez fait votre étude de marché, votre profil market fit, etc. Là, c'est une question que vous vous posez. Est-ce que mon profil peut intéresser ce secteur d'activité-là sur cet endroit-là? Eh ben, c'est la question que vous vous posez. Deuxième étape, la interaction. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'aller demander aux personnes qui sont les mieux placées pour le savoir, c'est celles qui sont dans les mains dedans en ce moment, qui sont en gros dans la posture que vous imaginez, qui doivent venir répondre à vos questions. Et là, en gros, vous devez être créatif. C'est là la différence entre les personnes qui arrivent à trouver un job et les autres, celles qui arrivent à bien développer leur carrière professionnelle et les autres. C'est trouver des moyens à votre image de capter l'attention de ces gens-là et de leur dire, là, je suis dans cette situation, je me pose cette question et visiblement, tu es la meilleure personne pour me répondre. Est-ce que tu peux m'aider? Offrez-leur des choses, donnez-leur de l'argent, peu importe en fait. Optez pour la stratégie la plus pertinente selon vous et n'ayez pas peur d'entrer en contact avec des inconnus pour leur poser des questions. Et là, je vous ai mis des exemples. Vous demandez si vous avez potentiellement des chances d'intégrer une boîte comme Patek, comme Audemars, comme Fabergé, peu importe. Eh ben, pourquoi ne pas les demander aux anciens collaborateurs de cette boîte qui, idéalement, ont peut-être occupé un poste que vous aimeriez occuper demain dans cette boîte et en lui dire, ben voilà, t'es passé chez eux. Est-ce que ça te dit, je te paye un café ou on se fait un visio, ou je t'appelle ou tiens mon numéro, tu m'appelles quand tu es dispo. J'ai 2 questions à te poser, ça ne te prendra pas plus de 10 minutes. Et là, vous allez vraiment répondre à la question principale que vous posez en ce moment. C'est le plus important, c'est d'aller interagir avec la personne qui est le cran ou les 2 crans devant vous. Allez interagir avec quelqu'un. Je prends l'exemple de quelqu'un qui arrive, qui a jamais travaillé en Suisse, qui arrive, je sais pas, de Paris, qui connaît rien. Allez interviewer quelqu'un et de trouver des réponses à ces questions auprès de quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui est arrivé dans un tout autre contexte. Ça n'avait rien à voir. Peut-être, mais c'est pas le plus pertinent. Ça peut avoir du sens, mais c'est pas le plus pertinent. Par contre, elle a interviewé quelqu'un qui a eu la même démarche, qui arrive de Paris ou de Lyon, qui est arrivé dans la région il y a 6 mois, qui a trouvé un job il y a 2 mois, qui va lui dire comment lui s'y est pris, etc., qui est dans le même domaine d'activité. Mais là, c'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or. Donc là, je vous ai donné d'autres exemples. Si votre question porte sur un marché, je pense pas que le CEO ou le responsable marketing de Rolex, si vous voulez aller dans l'horlogerie, va prendre de votre temps pour vous dire qu'est-ce qu'il en est du marché en ce moment. Par contre, il y a peut-être des petits entrepreneurs qui sont des sous-traitants de sous-traitants qui interviennent sur un tout petit marché de ce secteur-là qui sont dedans et qui, eux, vont dire, bah ouais, vas-y, on peut interagir, et là, il va vous donner des éléments de réponse. C'est un exemple. Les récents embauchés, pareil, etc. En tout cas, faites très attention au contenu que vous trouvez sur les YouTube, les Instagram, etc. Je vais viser personne. Il y a certains job coachs que je connais spécifiques, par exemple, pour la Suisse, qui font du bon travail, on va dire. Mais je trouve que c'est très limité. Au mieux, c'est des personnes qui vous disent qu'il faut refaire votre CV, le CV suisse, faire du réseau.
Ça, pour moi, c'est des conneries, par exemple. Et vous devez absolument prendre en main la capacité à aller répondre à vos propres questions avec les gens qui sont sur le terrain, pas ceux qui, ce que enfin, je me mets dedans, hein, mais ceux qui sont en permanence dans de la branlette intellectuelle, qui sont jamais confrontés aux vraies problématiques, qui sont pas dans le dur, en fait, qui sont pas en train de jouer leur vie en disant, mais moi, il me faut un job, en fait. C'est quand on est dans une posture et que ça fait 10 ans qu'on n'a pas cherché de job et qu'on dit aux gens comment aller chercher un job, pour moi, il y a un problème. C'est pour ça que je déteste la posture de coach et que j'aime pas, je me considère pas comme un coach. Mais prenez vraiment ce sujet à bras le corps et allez au contact du réel. Proposez des cafés. Les gens en ce moment ont besoin de sortir, de rencontrer des gens. Vous n'imaginez pas à quel point, j'ai des chiffres là-dessus maintenant, depuis 2 ans, à quel point vous pouvez attirer l'attention des gens et que les gens sont à l'écoute. Les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent parler d'eux et vous devez absolument le retenir. Si je peux même vous donner quelque chose de très concret en termes de stats, sur, par exemple, pour la prise de contact, LinkedIn est très intéressant. Parce que LinkedIn, au final, c'est pas un fil d'actualité, c'est avant tout une bibliothèque de CV en ligne mondiale qui vous donne en un clic, demander une demande de connexion. Vous pouvez avoir accès potentiellement au monde entier. 80% des demandes de connexion sont acceptées, à condition d'avoir un profil LinkedIn qui tient la route, d'enlever cette vieille bannière dégueulasse Open to Work qui vous fait passer pour des galériens. Ça, vous connaissez beaucoup, je pense, connaissent ma posture là-dessus, parce que c'est en cohérence avec ce que je suis en train de vous dire. Et là, vous devez arriver en tant qu'expert et proposer une interaction et offrir quelque chose à la personne qui attire son attention et qui lui donne envie d'échanger avec vous. 80% des demandes de connexion, en gros, sont acceptées. Et après, sur 100 messages que vous allez envoyer, là encore, il faut être malin. L'IA est très intéressante pour ça. Pour proposer de l'interaction, vous allez avoir à peu près, donc, au début, 10% de retour. 1 sur 2 va vous amener sur un échange, l'autre sera un retour pour dire non, j'ai pas le temps en ce moment, etc. Et quand vous envoyez un deuxième message pour dire tiens, peut-être que mon premier message est passé à la trappe, c'était peut-être pas le bon moment, je me permets juste de refaire un petit rappel et je ne veux pas vous déranger. Il faut toujours mettre beaucoup d'empathie et d'une bonne intention dans le message. Ben, ça multiplie les résultats par 2. Donc en gros, vous pouvez aller chercher 10 interactions pour 100 messages envoyés. C'est la stat que moi j'ai maintenant depuis 2 ans avec les personnes que j'accompagne. Donc c'est énorme en réalité. Mais par contre, il faut accepter de se dire, je vais me prendre 90 vents dans la gueule et des noms. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Anthony, on avait justement une question par rapport à ça de Camille. Oui, Elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire quand elle n'a pas de retour au message qu'elle envoie sur LinkedIn. Comment obtenir une réponse? itération. C'est que le message n'est pas bon, le profil n'est pas optimisé, il n'est pas bon, il n'est pas attrayant. Et quand je dis le message n'est pas bon, c'est que elle est sûrement dans une posture où elle dit, ben voilà, je cherche un job. Elle est dans une posture de demandeur d'emploi et elle est en train de quémander quelque chose, alors qu'il faut arriver en disant, limite, j'ai quelque chose à vous offrir. Par exemple, c'est pour ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était écrit. Quand vous avez fait votre enquête sur votre marché de manière globale pour vos besoins personnels et votre player market fit, ben ça, c'est un support que après, vous pouvez miniaturiser sur un sujet précis et dire, tiens, ben, en ce moment, j'ai fait une étude sur le marché. Est-ce que ça t'intéresse? Je te le partage. Et si ça te dit, on échange 10 minutes et j'aurais une question à te poser. Ce serait super sympa si tu avais… Là, vous allez activer ce qu'on appelle le biais de réciprocité. Je te donne quelque chose, eh ben, inconsciemment, on a envie de le rendre. Je suis pas là en train de demander est-ce que tu n'as pas un travail pour moi. En fait, c'est une boucle itérative et donc là, ça veut dire qu'il faut se reposer la question et faire la boucle des 3 I pour dire quelle est la meilleure manière pour moi de donner envie à ces personnes de vouloir interagir avec moi. Et vous devez itérer. Là, je n'ai pas connaissance concrètement du message qui est envoyé par Camille, ce qu'elle propose, à qui, etc. Mais là, il y a le sujet, il n'est pas en dehors de ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais… Pour moi, ça l'était. Si besoin, le chat est là, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, on reste sur quelque chose de vaste, mais si vous voulez aller encore plus loin, ça c'est ce que j'accompagne mes clients que je coach quand on est vraiment sur des sujets spécifiques et que forcément l'attention est dure et qu'il y a beaucoup de compétition, c'est vraiment d'aller créer un hook, ce que j'appelle le hook, donc de quoi hameçonner, très puissant. Par exemple, ne serait-ce que d'arriver avec un message en disant, ben voilà, bravo pour votre parcours, très inspirant. Justement, actuellement, je crée une liste de soit le côté très simple, je fais une série de posts LinkedIn sur tel sujet,
ou alors j'ai créé une newsletter où j'interviewe des gens pour m'interroger à tel sujet, ou j'ai lancé un podcast pour interviewer des gens sur tel sujet, et vous êtes la personne qui pourrait être un invité parfait j'aimerais vous poser une série de questions. Est-ce que vous êtes intéressé? Les gens, encore une fois, adorent parler d'eux. Là, vous leur donnez l'occasion de parler d'eux et en plus de les mettre en avant au travers, encore une fois, de posts LinkedIn, d'un podcast et tout. Et en fait, là, vous venez pas leur demander des infos et de quémander au final si vous voulez trouver un job. Là, vous venez les interviewer. Votre taux de retour, là, il fait x2 par rapport au stade que je vous ai dit. Au final, entre x2 et x3. Donc là, après, par contre, c'est du travail de fond. Il faut faire les choses bien. Mais par contre, vous avez une porte d'entrée avec un nombre de personnes à condition de bien les cibler à l'entrée et de leur proposer des bonnes problématiques et des bonnes thématiques de discussion qui vous nourrissent, vous, votre recherche et le support que vous allez délivrer à la fin. Et ça marche très, très bien. C'est un exemple. Mais encore une fois, c'est quand on reçoit un message, en tant qu'humain, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Si c'est juste quelqu'un qui me demande comment je peux l'aider à trouver un job, enfin, ça passe dans le flux des notifs du quotidien et ça me capte pas, en fait. Donc, encore une fois, la seule clé, c'est comment vous faites la diff. Comment vous différenciez. On va y revenir à l'étape 4, mais c'est la seule chose qui doit vous obséder. Voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Peut-être pour finir, les 3 I, introspection, quelle est la question que vous vous posez? Interaction, aller répondre, enfin, aller poser la question aux personnes les mieux placées pour avoir des éléments de réponse. Encore une fois, là, je dis, enfin, par expérience, une personne, c'est pas assez. 3, c'est pas mal. 5, c'est l'idéal. Mais en fonction après de à quel point cette question est importante et plutôt à quel point vous devez vous en poser plein, n'allez pas forcément jusqu'à 5, mais 3 personnes, c'est bien. Comme ça, en gros, vous avez la question que vous vous posez, 3 avis. Et les 3 avis vous permettent en plus, en fait, en réalité, de vous, le préavis que vous avez avec vos conditionnements, vos croyances, etc. Vous avez déjà une idée de la réponse qui pourrait amener à cette question. Mélangé aux 3 réponses de vos 3 interlocuteurs. Là, en fait, ça permet de transformer la question en croyance. Là, après, à la fin, vous avez une croyance. Ah, ben, en effet, à cette condition, mon profil pourrait intéresser ce type d'entreprise. Et ben là, après, c'est la 3e phase, c'est l'investigation pour rentrer dans le dur. Je propose une journée gratuite pour aller passer une journée avec telle personne. Je propose à cette entreprise de faire un stage d'1 semaine gracieusement pour comprendre si ce métier me correspond ou pas. Je propose à telle personne. En fait, là, vous voyez, il faut aller dans le concret, quoi, pour valider ou invalider votre croyance. Et lorsque vous l'avez fait, eh ben, vous vous posez une nouvelle question, parce que vous avez une nouvelle posture. Et vous multipliez la démarche. Peu importe votre posture, c'est ce qui doit animer votre quotidien, vous devez être obsédé par ça. C'est ce que j'appelle le tableau de chasse 5 étoiles. En gros, quand vous avez fait votre étude de marché, vous, comme dans une startup, ce qu'on dit en gros, ce qu'il faut, c'est d'aller chercher son go-to-market. Son go-to-market, c'est la stratégie de l'oignon. Vous coupez un oignon en deux, vous avez le cœur du cœur de l'oignon, c'est votre cœur de cible. La couche du dessus, c'est la cible 2 et la couche du dessus, c'est la cible 3. Personnellement, je recommande d'avoir entre 2 et 3 cibles. Au-delà, ça sert à rien. Chaque cible, c'est une ville, par exemple un canton, par exemple Genève-Centre, un secteur d'activité précis, par exemple, je sais pas, la blockchain, et une taille d'entreprise. Moi, je veux bosser pour des startups. Je veux pas des trucs où c'est de la politique, de machin, etc. Moi, je veux être dans la petite boîte où je peux limite avoir des BSA ou l'équivalent en Suisse pour avoir des parts d'entreprise au bout d'1 an ou 2. Moi, je veux faire, voilà, je veux avoir une dimension très entrepreneuriale dans mon quotidien, même si je suis salarié. Donc, les petites startups dans la blockchain dans le centre-ville de Genève, de ce que j'ai pu voir avec mon profile market fit, etc., c'est mon cœur de cible. Cible 2, ben là, j'élargis à Genève-Lausanne. C'est toutes les boîtes qui sont dans la fintech globalement. Et là, par contre, je m'ouvre aussi peut-être aux PME, les éditeurs de logiciels, les pure players qui sont déjà un peu plus instaurés et qui sont peut-être plus, on va dire, ancrés dans le maillage local. Et je m'ouvre à eux. Et là, en fait, si vous faites les 2 ou 3 cibles,
vous mettez 5, votre obsession, c'est d'avoir 5 noms d'entreprise par cible. En gros, c'est pour chaque cible, quelles sont les 5 boîtes pour qui je rêverais de bosser dès demain. Là, vous devez aller étudier, cette boîte, elle fait quoi? Est-ce qu'elle correspond à ma cible? Oui. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils en sont où? Et là, en fait, peu importe s'ils ont mis une offre de job ou pas, vous vous en foutez. Vous ne faites que exécuter votre tableau de chasse. Et donc, vous avez vos 5 boîtes dans la cible, dans le cœur de cible, vos 5 boîtes dans la cible 2, potentiellement vos 5 boîtes dans la cible 3. Et tous les jours, la seule chose que vous devez faire, c'est savoir si chacune de ces entreprises, en fait, vous devez vous dire chaque créneau, là, les 10 ou 15 créneaux, c'est vraiment de l'or et je dois m'assurer que cette boîte mérite sa place ici. Vous appelez, bon, c'est justement la slide d'après. Ce qui marche le mieux, encore une fois, là, je le constate, c'est tout bête, mais c'est le téléphone. Mais tellement de personnes n'osent même plus lever le téléphone et appeler. Vous avez des solutions maintenant pour acheter des eSIM. Moi, c'est ce que je vous recommande. Sinon, vous prenez des cartes, vous savez, les SIM que vous achetez là. Je ne sais plus quelle marque fait ça, etc. Mais vous payez pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures de communication pour avoir un numéro suisse et vous passez des coups de téléphone. Ok, est-ce que je peux parler avec la personne en charge des recrutements? Le mieux, c'est d'aller voir sur LinkedIn en amont le nom. Est-ce que je peux avoir madame, etc. au téléphone? C'est concernant votre politique de recrutement actuelle. Je voudrais en savoir un peu plus sur votre roadmap. J'ai notamment des travaux que j'ai menés que j'aimerais lui transmettre. Là, vous parlez de votre dossier, de votre étude de marché ou votre hook que vous avez créé pour entrer en relation avec cette entreprise particulièrement. Et là, voilà, vous allez chercher les informations, vous multipliez les prises de contact, encore une fois, avec les anciens collaborateurs de la boîte. Là, vous devez vous dire, OK, c'est une forteresse, cette entreprise, que beaucoup d'entreprises ont blindé à l'entrée la capacité à pas sursolliciter chacun des collaborateurs, notamment les gens qui ont un poids dans les responsabilités. Il faut passer par la fenêtre. Et là, encore une fois, c'est de la créativité. Comment est-ce que vous pouvez faire pour passer par la fenêtre? Allez vous présenter chez eux si ça a du sens. Bien habillé, avec quelque chose à offrir, petite boîte de chocolat, quelque chose, ou votre hook, par exemple, un dossier que vous avez envie de leur remettre en disant, moi, demain, si je vous rejoins, voilà les 3 points sur lesquels je serais très heureux de vous accompagner, parce que je pense que vous avez quelque chose à faire là-dessus. Bref, vous faites ce que vous voulez. Il y en a des millions, encore une fois, des manières de passer par la fenêtre. C'est à vous d'opter pour celle qui vous correspond. Et voilà ce que je disais, créer de la valeur, différencier, faites la diff. Faites la diff. Le nombre de fois où j'ai quand même pour des clients ou pour des cas spécifiques ou pour des recrutements en interne pour l'entrepreneur avec qui je bossais sur Genève, j'ai mis des offres de job, aucune personnalité dans la démarche, il n'y a personne qui fait l'effort, ne serait-ce que de passer un coup de téléphone en disant est-ce que vous avez bien reçu, etc. Quand c'est fait, généralement, c'est mal fait. Enfin, honnêtement, ça peut paraître con, mais c'est tellement simple de se différencier que vous ne pouvez pas vous permettre de faire quelque chose de banal dans votre manière d'aborder les entreprises qui appartiennent à votre tableau de chasse. Si c'est dans votre tableau de chasse, c'est des entreprises pour lesquelles vous êtes sûr que ça correspond. Et si à un moment vous appelez et qu'on vous dit non, ben, ça fait 3 fois que vous appelez, merci, on a bien votre CV. Là, nous, on a gelé tous les recrutements, on est en train de délocaliser, par exemple, comme en ce moment ils le font chez Cartier et plus globalement Richemont. Ils sont en train de délocaliser tous leurs services IT à Lisbonne. Là, ça sert à rien, en fait. Là, ben, il y a une compréhension. Vous avez l'élément de réponse, vous êtes allé le chercher. Eh ben, vous rayez Cartier de votre liste et maintenant, ben, faut le remplacer. Faut un nouvel acteur. J'espère que je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'espère que c'est compréhensible un petit peu ce tableau de chasse. Moi, je recommande l'outil Trello. Il est gratuit, il est simple à prendre en place. Vous faites vos 4 environnements, un environnement par cible. Vous faites vos colonnes entreprises intéressantes, le top 5, premier contact, deuxième contact, et vous mettez premier entretien ou alors pas intéressant. Et comme ça, vous bougez vos cartes en fonction de l'état où vous en êtes avec votre investigation auprès de cette entreprise. 3 points. Il y a avoir l'obsession de se demander comment on se différencie pour contacter chacune de ces 10 ou 15 entreprises. Avoir la réflexion de se dire
faut vraiment que quand j'écris le nom d'une entreprise, c'est que j'ai vraiment le sentiment de miser sur le bon cheval. En amont, j'ai compris qui est l'entreprise, j'ai compris la philosophie, je me suis intéressé, j'ai parlé avec des anciens collaborateurs. C'est vraiment une boîte qui me correspond et je sais que si j'arrive à leur faire comprendre que je suis une personne qui a une réelle valeur ajoutée pour eux, c'est quelque chose qui va marcher fort et ça va être quelque chose de durable. C'est hyper important. Et le troisième point, c'est vraiment, en réalité, je crois que c'est le point qui différencie le plus les personnes que je vois. Là, je parle de la recherche de job, mais c'est valable pour tout. En fait, c'est mettre de la malice et de la créativité dans ce que vous faites. Et quand on a la posture, comme je disais, de passer du pion au joueur, quand on est passif, on développe pas sa malice, on développe pas sa créativité. Et je pense que c'est probablement avec la notion de confiance en soi et pas tomber dans des boucles négatives, si on va en parler après, je crois que c'est probablement le plus gros challenge des personnes qui cherchent un job globalement. Mais en Suisse, où moi j'ai tendance à dire, en fait, on ne recrute pas différemment en Suisse que partout ailleurs. Les mêmes choses. C'est juste qu'ici, c'est la Ligue des Champions, quoi. Parce qu'il y a une compétitivité, il y a une concurrence qui est beaucoup plus élevée et qui est internationale. Donc, c'est la Ligue des Champions du recrutement. Il faut être dans le top de ce qui se fait. Mais en réalité, dans les manières de faire, c'est comme en France, comme aux États-Unis, comme partout. Ça peut paraître con, mais si je dois encore une fois zoomer sur quelque chose qui fait la diff entre ceux qui parviennent à décrocher leur job rapidement et un job qui leur correspond et les autres, mais également ceux qui sont dans une démarche plus de développement de carrière, de développer des side business, etc., qui font partie aussi de mes accompagnements. En fait, ils ont en partie au moins deux de ces trois points-là à chaque fois. Le sport, vous êtes probablement dans une posture où vous avez un peu plus de temps. Vous êtes facilement amené à pouvoir entrer dans des boucles négatives du le matin, je me lève, je regarde les offres, je postule, j'ai pas de retour, j'ai des retours négatifs, ça enclenche une dimension où je perds confiance en moi, est-ce que j'ai vraiment ma place sur le marché, et en fait, sortez dehors, faites du sport. Et je dis bien dehors, en fait, même pas dans une salle, en fait. C'est aller dehors, faites du sport. Allez sur Meetup, il y a des groupes où il y a des sessions running dans Genève, sur Lausanne, des sessions renforcement musculaire au Parc des Bastions. Peu importe ce que vous faites. Allez découvrir des nouveaux sports, allez faire du yoga, faites ce que vous voulez, mais dépensez-vous, aérez-vous l'esprit. Et c'est encore différent pour moi de la marche. Là, c'est en nature. Et le fait de marcher tous les jours, avec ou sans truc dans les oreilles, ça, c'est à vous de voir. Mais la marche est très puissante d'un point de vue introspectif, notamment pour les étapes 1 et 2, et pour clarifier vos pensées et ne pas vous laisser submerger par des pensées négatives. C'est vraiment important. Et le troisième point, selon moi, en gros, une journée, chercher un job, c'est un job à temps plein, encore plus chercher un job en Suisse. Pour moi, vous devez avoir 3 heures, idéalement peut-être le matin, où là, vous devez être 1 heure sur votre tableau de chasse à contacter, mettre des nouvelles entreprises, savoir, relancer, etc. 1 heure où vous êtes dans des prises de contact sur LinkedIn pour justement trouver les personnes qui vont répondre à la question que vous posez en ce moment. Donc ça, c'est bien les deux en parallèle. La boucle des 3 I et le tableau de chasse, c'est les deux choses que vous devez optimiser et travailler au quotidien. Et 1 heure où vous devez être dans l'interaction. Soit vous sortez boire un café, soit vous avez un visio, vous en faites 2 de 30 minutes ou un d'1 heure, peu importe. Mais tous les jours, il doit y avoir une interaction. Et ça, c'est idéalement les 3 heures du matin. Et les 3 heures de l'après-midi, c'est celle que je vous préconise. Après, chacun l'adapte forcément à ses contraintes personnelles, à ses aspirations, etc. Mais c'est une suggestion. Mais en tout cas, consacrer aussi au moins une demi-heure, 1 heure par jour à apprendre, que ce soit des concepts plutôt une ouverture d'esprit philosophique. Ça, c'est quelque chose que j'accompagne beaucoup de personnes. Au début, c'est pas instinctif, les personnes que j'accompagne. Et après, elles me remercient avant tout pour ça. Ça, c'est le bon moment d'aller voir la vie avec d'autres lunettes et de vous challenger dans votre perception de la vie. Là, si vous avez un peu de temps pour vous. Et former aux nouvelles compétences, encore une fois, en fonction du diagnostic que vous faites sur votre étude de marché. Où est-ce que je dois aller m'améliorer, etc. Vous devez profiter de ce temps-là pour, euh, pour prendre soin de vous. Si je devais résumer ça, c'est prenez soin de vous. Et c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans
posture où vous êtes dans la recherche d'un job ou dont vous êtes dans une volonté de mettre de la stratégie et atteindre des objectifs, encore une fois, pour vous émanciper ou pour travailler demain peut-être un peu moins ou alors gagner plus, avoir plus de responsabilités. Chacun a ses motivations profondes. C'est une recommandation a posteriori de ce que j'ai pu voir que je peux vous préconiser. Voilà pour moi. Je vois les messages passer, ça fait plaisir. J'espère que ça permettra en tout cas d'éveiller des réflexions et juste semer des choses. Et après, encore une fois, le plus important, c'est comment chacun d'entre vous va se l'approprier dans son carré respectif.